3 jours de bombardement, des centaines de morts, la région au bord d'une guerre totale. Jusqu'où ira l'escalade? Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël pilonnent l'Iran, multipliant les frappes aériennes et navales sur des cibles militaires, stratégiques et civiles. L'Iran riposte violemment. Vagues de missiles, attaques de drones, cyberattaques massives. Les bases américaines au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn. Toutes sont touchées. Israël subit aussi des salves de missiles, et le bilan humain s'alourdit rapidement, chaque heure apportant son lot de victimes supplémentaires et d'images dramatiques. Le monde retient son souffle. Plus de 500 morts selon le Croissant Rouge iranien, des dizaines de villes frappées, et le risque d'un embrasement dépassant le Moyen-Orient. Les alliances se tendent, les experts redoutent l'entrée d'autres puissances dans la mêlée, transformant ce conflit en guerre régionale, voire mondiale. Même les infrastructures énergétiques sont visées. 3 pétroliers frappés dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. L'incendie de ces navires provoque une marée noire, bouleversant localement la faune marine et créant une pénurie de pétrole qui se répercute déjà sur les marchés mondiaux. Les États-Unis évoquent la nécessité de prévenir une menace nucléaire, Israël parle de opération préventive. Téhéran invoque la légitime défense face à une agression flagrante, chacun campant sur sa légitimité et multipliant les justifications. Au-delà de la rivalité nucléaire, c'est la survie de l'ordre international, la sécurité de millions de personnes et la stabilité énergétique mondiale qui sont en jeu. Cette crise fait planer le spectre d'une guerre généralisée et d'une crise économique globale. Les conséquences pourraient bouleverser durablement les équilibres mondiaux, rappelant les pires heures de la crise de Suez ou de la guerre du Golfe. Comment en est-on arrivé là? Revenons sur le déclenchement de l'opération. Pourquoi les États-Unis et Israël frappent-ils maintenant? Depuis des années, Washington et Tel Aviv redoutent le programme nucléaire iranien, jugé trop avancé, trop menaçant. Les inspections de l'AIEA alertaient déjà sur l'enrichissement d'uranium accéléré, et les services de renseignement occidentaux évoquaient régulièrement la possibilité d'un Iran doté de l'arme nucléaire d'ici quelques mois. Tout a basculé le 28 février, avec l'opération Lion's Roar d'Israël et Epic Fury des États-Unis. Une campagne de frappe aérienne, navale et cybernétique sans précédent, coordonnée contre l'Iran. Objectif: empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire et bloquer ses capacités balistiques. Donald Trump, à nouveau au cœur des décisions américaines, parle de menace existentielle, reprenant les mots de Netanyahou. Il s'agit non seulement de défendre Israël, mais aussi de restaurer la domination américano-israélienne sur la région, ébranlée ces dernières années par l'influence croissante de l'Iran et de ses alliés. Derrière ce discours, un autre constat s'impose. L'échec des négociations, la faiblesse des médiations onusiennes et l'impuissance des grandes puissances à freiner l'escalade. Après des mois de provocations mutuelles, attaques sur des cargos, drones, opérations secrètes, assassinats ciblés de scientifiques, la stratégie du choc l'emporte. Washington et Tel Aviv optent pour la voie la plus risquée, cibler non seulement les installations nucléaires, mais aussi des infrastructures civiles et gouvernementales, espérant désorganiser le régime et provoquer un changement de pouvoir. Cette tactique rappelle celles utilisées lors de la guerre du Kosovo, où la pression militaire visait à forcer un adversaire à capituler sous la contrainte. La nuit du 28 février marque un tournant. Des dizaines de missiles frappent Téhéran, Ispahan, Shiraz, Qom et Mashhad, touchant des postes de commandement, bases des gardiens de la Révolution, ministères et même une école primaire à Minab. Le bilan humain est dramatique. Au moins 500 morts, dont 165 enfants et enseignants dans cette seule école, des centaines de blessés, des quartiers entiers détruits. Les images de dévastation, diffusées en boucle sur les chaînes du monde entier, rappellent les bombardements de Bagdad ou d'Alep. Le Croissant Rouge mobilise plus de 100 000 secouristes. 131 districts urbains sont déclarés zones sinistrées. Les hôpitaux sont débordés et les morgues saturées. Les appels aux dons de sang se multiplient. Les familles cherchent désespérément leurs proches disparus sous les décombres. L'onde de choc s'étend au-delà de l'Iran. Des frappes visent aussi les bases américaines dans le Golfe.
En riposte, l'Iran désigne toutes les bases américaines régionales comme cibles légitimes. Les États-Unis reconnaissent officiellement la mort d'au moins 3 soldats, chiffre potentiellement sous-estimé. Selon Téhéran, une base américaine à Bahreïn aurait été entièrement détruite et le consulat américain à Erbil frappé. Des navires américains et britanniques sont touchés dans le détroit d'Ormuz, accentuant le risque d'extension du conflit. Les compagnies maritimes suspendent leur traversée dans la zone, les assurances explosent et les exportations de pétrole sont temporairement paralysées. Le choc politique est immense. Le guide suprême Ali Khamenei est tué lors d'une frappe ciblée, tout comme plusieurs hauts responsables. Le régime vacille, une succession s'organise en urgence et la scène internationale se divise. Certains dénoncent une violation du droit international, d'autres saluent la neutralisation de la menace iranienne. Les images des funérailles de Khamenei, rassemblant des foules immenses, illustrent l'impact de l'événement sur la société iranienne, tiraillée entre colère, douleur et sentiment d'injustice. Ce pari américain et israélien est risqué. Si ces frappes échouent à désorganiser l'Iran, ils risquent une perte de crédibilité et une escalade incontrôlable. Si elles réussissent, c'est l'équilibre politique régional qui s'effondre, avec des conséquences incalculables pour la stabilité mondiale et la sécurité énergétique. Les chancelleries occidentales savent que la moindre erreur ou bavure peut entraîner l'embrasement du Moyen-Orient tout entier, avec une contagion jusqu'en Asie centrale, en Méditerranée orientale, voire en Europe. Comment l'Iran a-t-il réagi à cette agression inédite? L'Iran encaisse, puis frappe plus fort. Quelques heures après les premières explosions, la riposte iranienne s'organise à grande échelle. L'opération Promesse véritable 4 débute. Plus de 1200 missiles, dont des hypersoniques, sont tirés en salves coordonnées. Message: l'Iran ne cédera pas, même sous le feu des bombes. Les cibles sont multiples et la stratégie déterminée, mêlant attaque conventionnelle et guerre asymétrique. Israël est frappé en priorité, mais le feu s'étend. Les bases américaines au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis sont visées. Des drones armés ciblent des sites américains et français. À Bahreïn, la destruction d'une base militaire et d'un consulat américain fait des dizaines de victimes, dont des militaires américains et du personnel diplomatique. Le bilan est lourd. Plus de 500 morts, des centaines de blessés, des victimes civiles, dont des enfants, frappés dans des écoles ou hôpitaux. Les images de destruction circulent en boucle, attisant la colère et la solidarité nationale. Les hôpitaux israéliens et américains en urgence, les infrastructures médicales rapidement saturées, tandis que les gouvernements tentent de rassurer leur population et de maintenir la cohésion nationale. La riposte ne s'arrête pas là. Pour la première fois depuis des décennies, Téhéran déclare officiellement le djihad contre les agresseurs. La mort d'Ali Khamenei et du chef des gardiens de la Révolution, ainsi que d'autres responsables, bouleverse le pays. Pourtant, ces pertes resserrent l'opinion publique autour du pouvoir en place. Les manifestations de soutien au régime se multiplient, le Croissant Rouge reste mobilisé pour secourir les blessés, organiser les évacuations et enterrer les morts. L'unité nationale se renforce, même parmi les opposants traditionnels au régime, face à une menace ressentie comme extérieure et existentielle. Parallèlement, le sentiment anti-occidental explose dans la région. Sur les réseaux sociaux, dans les rues, les ambassades américaines ou européennes sont prises pour cibles symboliques, des drapeaux brûlés, des slogans hostiles du Caire à Islamabad. Les médias officiels dénoncent une « coalition du chaos ». Chaque nouvelle frappe renforce la peur d'un embrasement général. Les alliés de l'Iran, du Liban à l'Irak, commencent à se mobiliser et les chancelleries occidentales évacuent leur personnel diplomatique. On assiste à de larges rassemblements à Bagdad, Beyrouth ou Damas en soutien à l'Iran, avec des appels à la vengeance et à la résistance face à l'Occident. Les conséquences sont immédiates: paralysie des marchés pétroliers, envolée du prix du baril, fermeture de ports stratégiques, menace d'une crise économique mondiale. Mais au-delà de l'économie, c'est la stabilité politique et la sécurité individuelle qui vacillent. Ce n'est plus un simple affrontement régional, mais une épreuve pour la survie de l'ordre international.
Les grandes capitales mondiales, de Paris à Pékin, activent leurs cellules de crise, anticipant des ruptures d'approvisionnement et des vagues de réfugiés. Dans ce climat de tension extrême, une question domine. Cette escalade marque-t-elle l'entrée dans une guerre sans fin ou annonce-t-elle de nouvelles négociations? Le monde retient son souffle. L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme le début d'une ère de chaos, ou bien comme le choc qui aura permis de rebâtir un espoir de paix? Le spectre d'une guerre régionale plane sur le Moyen-Orient. Et au-delà. L'état d'urgence reste prolongé en Israël, signe que la menace persiste. Les États-Unis poursuivent les frappes contre des cibles iraniennes, affichant leur volonté d'épuiser militairement Téhéran sans s'engager dans une opération terrestre. Washington et Tel Aviv misent sur l'instabilité interne iranienne. Objectif: un changement de régime, comme l'a reconnu Donald Trump en interview, évoquant de possibles successeurs sans les nommer. Peut-on vraiment croire que la chute d'un régime aussi enraciné provoquerait la paix? Ou risquerait-on d'ouvrir la porte à une guerre civile et à un chaos incontrôlable? Ce pari s'appuie sur l'idée que frappes et cyberattaques massives pourraient désorganiser l'appareil d'État iranien, semer la panique et pousser la population à renverser le régime. Certains opposants en exil, comme le fils du dernier Shah, appellent à profiter de ce moment, qualifiant les bombardements d'intervention humanitaire. Mais sur le terrain, la société iranienne se resserre autour du pouvoir après la mort de Khamenei. Les manifestations massives en sa mémoire témoignent d'une cohésion nationale face à la menace extérieure. Le sentiment d'être attaqué par l'étranger renforce paradoxalement la légitimité d'un pouvoir contesté, un phénomène déjà observé dans d'autres crises, comme en Syrie ou en Irak. Pour Washington, une intervention terrestre reste à éviter. L'Afghanistan et l'Irak ont laissé des traces. Le risque d'enlisement et de pertes humaines refroidit toute ambition de débarquement. Les responsables américains insistent. Seules des opérations ponctuelles sont envisagées, par exemple pour secourir des pilotes, mais rien de plus. La stratégie repose sur la force aérienne et la guerre numérique. Des milliers de soldats sont néanmoins placés en alerte dans la région, prêts à intervenir en cas de nécessité absolue. Mais cette démonstration de force fait craindre un débordement incontrôlable. Les stratèges américains eux-mêmes s'alarment des réactions imprévisibles de l'Iran, la riposte ayant créé la panique au Pentagone. Les alertes se multiplient. Le Hezbollah pourrait ouvrir un nouveau front, les pays du Golfe expriment leur hostilité, la Russie laisse planer la menace d'une implication, risquant de transformer un conflit local en guerre régionale, voire mondiale. Les experts s'interrogent, jusqu'où la Russie, la Chine ou la Turquie pourraient-elles s'impliquer indirectement, par livraison d'armes ou par soutien diplomatique? Le danger est clair. Ce qui n'était qu'un calcul stratégique peut devenir incontrôlable, avec des conséquences majeures pour la stabilité régionale, la sécurité énergétique et la paix mondiale. Chacun serait impacté, que ce soit par la hausse des prix, les tensions sécuritaires ou l'effondrement de l'ordre international. Les populations, déjà fragilisées par l'inflation, luttent pour s'adapter à une nouvelle donne mondiale. Face à ce chaos, certains prônent la voie diplomatique. Mais la négociation est-elle encore possible? Cette crise révèle-t-elle une dérive profonde de l'ordre mondial? Les dernières semaines montrent surtout l'impuissance de la diplomatie à contenir la violence. Les négociations ont volé en éclats après les bombardements. Côté américain, Washington juge inutile de discuter tant que l'Iran ne cède pas sur le nucléaire. Les dirigeants iraniens, eux, n'ont pas oublié les « expériences amères ». À 2 reprises en un an, ils ont tenté de discuter, mais chaque fois, les États-Unis ont lancé des attaques en pleine négociation. Difficile dans ce contexte d'accorder la moindre confiance à l'autre camp. Comment rétablir la confiance quand chaque trêve est brisée par une nouvelle salve de missiles? Les médiateurs, Oman, les Nations Unies, peinent à s'imposer. On leur reproche leur manque de garantie, leur impuissance à imposer un cessez-le-feu ou à protéger les émissaires. L'unique avancée, relayée par la presse, aurait été une proposition d'échange indirect via Oman, aussitôt démentie par Téhéran. Toute tentative de médiation semble vouée à l'échec, emportée par la spirale des représailles et la défiance croissante. Le secrétaire général de l'ONU multiplie les appels au calme,
sans effet concret. Pendant ce temps, la pression internationale s'accroît. Les alliés occidentaux des États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, dénoncent les attaques iraniennes et promettent de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts. Pourtant, ils hésitent à s'engager militairement. Le Royaume-Uni autorise l'utilisation de ses bases, mais refuse de participer directement. L'Europe cherche à concilier solidarité atlantique, crainte d'une escalade et inquiétude pour ses approvisionnements énergétiques. Les sociétés occidentales, dépendantes du pétrole du Golfe, mesurent l'ampleur du risque. Une rupture d'approvisionnement, et c'est toute l'économie qui vacille. Ce qui inquiète aussi, ce sont les nouvelles lignes rouges franchies, attaques contre des bases militaires, mais aussi menaces sur des installations nucléaires. Des experts de l'AIEA et des diplomates russes appellent à la retenue, insistant sur le risque de catastrophes radioactives. Leur voix reste inaudible face à la logique de surenchère. L'incapacité à enrayer l'escalade montre une réalité brutale. Lorsque la force remplace la négociation, les conséquences deviennent vite incontrôlables. Le Moyen-Orient, déjà ravagé par des décennies de guerre, pourrait basculer vers des scénarios catastrophiques impliquant la région, mais aussi l'équilibre mondial. Comprendre ce que cette crise révèle, c'est anticiper les chocs stratégiques, économiques, humanitaires. Ce n'est pas qu'une question de missiles ou de déclarations politiques. C'est aussi l'avenir de la sécurité mondiale, du prix de l'énergie, voire de nos propres sociétés qui se jouent. Les drames humains, les déplacements de population, les pertes culturelles et patrimoniales, tout cela risque de marquer durablement la région et le monde. Alors, face à cette situation, que retenir et comment agir individuellement? C'est ce que nous allons explorer. À l'heure où chaque décision peut changer l'histoire, restons lucides. Ce que nous venons d'analyser dépasse les frappes, représailles et communiqués diplomatiques. Ce conflit marque un tournant qui dépasse la rivalité nucléaire, même si la menace d'un accident majeur, comme l'ont rappelé les récentes frappes près de la centrale de Bushehr, plane toujours. Plusieurs installations sensibles, parfois nucléaires, ont été ciblées. Jusqu'ici, selon les autorités locales et l'Agence internationale de l'énergie atomique, les dégâts n'ont pas causé de catastrophe. Mais Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, l'a rappelé. Toute attaque sur un site nucléaire aurait des conséquences dramatiques, bien au-delà des frontières. Ce rappel souligne combien la situation est explosive et combien une escalade serait irréversible. Peut-on imaginer les conséquences d'un nuage radioactif s'étendant sur tout le Moyen-Orient, voire au-delà? Au-delà des craintes liées à l'atome, les fondements de l'ordre international vacillent. Les appels à la retenue, Russie, Bélarus, alliés occidentaux, résonnent dans le vide. Les médiations diplomatiques semblent impuissantes, dépassées par la rapidité des événements et la volonté de remodeler la région par la force. Les États-Unis, soutenus par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, prennent des mesures inédites, comme l'autorisation d'utiliser des bases britanniques contre l'Iran. Pendant ce temps, chaque incident peut servir de prétexte à une nouvelle salve de violence. L'ambassadeur russe l'a souligné, tout le Proche-Orient est désormais au bord d'une grande guerre. Ce qui se joue ici, c'est plus qu'un rapport de force. C'est la sécurité de millions de personnes, la stabilité régionale et, en cascade, celle du monde entier. C'est aussi l'avenir politique des sociétés concernées, la sécurité énergétique et la paix dans nos sociétés. Ignorer la complexité de la situation, c'est risquer d'être submergé par ses conséquences. Crise économique mondiale, tensions sociales, propagation des conflits. Que deviendront les générations futures si ce cycle de violence n'est pas brisé? Plus que jamais, l'heure est à la vigilance, à l'esprit critique et à l'engagement informé. Refusons les discours simplistes. Comprenons les enjeux derrière chaque déclaration, chaque frappe, chaque initiative diplomatique. Si le fracas des armes domine l'actualité, le défi reste de ne pas laisser la peur ou l'indifférence guider notre compréhension du monde. La crise actuelle rappelle que personne n'est à l'abri des répercussions d'un conflit qui s'étend, et que chaque citoyen, où qu'il vive, doit s'informer et agir, en exigeant transparence, responsabilité et solutions politiques. Le Moyen-Orient écrit une page sombre de notre histoire commune.
Reste à savoir si nous saurons éviter qu'elle ne devienne une tragédie mondiale. Restons attentifs, exigeons la paix, et n'oublions jamais que l'avenir se joue, chaque jour, dans la compréhension et la solidarité entre les peuples.